Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce jeudi 12 septembre 2024 pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous sommes en direct ce soir pendant un peu plus de 30 minutes comme d'habitude. Vous allez retrouver tout au long de cette émission les rendez-vous sportifs du week-end à venir. Nous irons aussi du côté des Sables d'Olonne où vous verrez on parlera de Ping Parkinson au cours de cette émission. Alors on va présenter les invités et chroniqueurs qui sont autour de la table et pour commencer j'ai le plaisir de recevoir Baptiste Broussard. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Alexandre. On parlera football avec vous, le début de saison, comment est-ce que tout cela se passe pour nos clubs vendéens. Et à côté de vous, Johan Jadot. Bonsoir Johan. Salut Alex. Et on parlera avec vous d'une course dont on a fait les éloges ces derniers jours. Exactement. On garde le suspense. C'est ça, on ne dit pas tout. Et en face de vous, ce sont nos invités puisque ce soir on va parler triathlon et para-triathlon avec tout d'abord François Pouvreau, président du Saint-Jean-de-Mont-Vendée Triathlon. Bonsoir François. Bonsoir Alexandre. À côté de vous, nous avons le plaisir de recevoir deux triathlètes. Tout d'abord Jérémy Quindos. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Et au milieu, c'est Noah Servet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux triathlètes du côté des Sables Vendée Triathlon. Et si on parle triathlon, c'est parce que ce week-end, c'est un double événement qui vous attend sur la côte vendéenne et tout particulièrement à la côte de Saint-Jean-de-Mont, samedi 14 et 15 septembre. Samedi, ce sera la finale du championnat de France par équipe des clubs de D1 et de D2. Et puis dimanche, autre gros événement, ce sera le championnat de France de para-triathlon. Alors avec un très beau programme, François, je vous propose qu'on commence tout simplement par parler de ce qui nous attend sur ces 2 jours. Ça va être encore une belle régalade. Ah oui, tout à fait, c'est un très bon programme. Je pense qu'on va rallumer la flamme à Saint-Jean-de-Mont ce week-end, en commençant dès samedi matin avec la finale du championnat de France de Division 1. Donc les femmes à 9h, les hommes à 11h. Et l'après-midi, on enchaîne avec la finale du championnat de France, donc Division 2, avec d'abord les hommes à 14h, à 15h30 et les femmes à 17h. Voilà, pour clôturer un D1 puis D2. Et puis le dimanche, ça ne s'arrête pas, ça continue. Et le dimanche matin, on recontinue, donc on met le couvert avec toute épreuve para-triathlon, où on va retrouver nos athlètes qui ont participé également au JO. Donc on rappelle, c'est la 5e et dernière étape de ces championnats de France qui s'appelle depuis cette année le Lindals Pro Plus Triathlon Series. C'est ce qu'on appelait avant le Grand Prix D1, D2. François, un petit mot sur peut-être le parcours, ce qui nous attend sur ce week-end. Peu de changements par rapport à ce qu'on connaît d'habitude. Tout à fait, on a gardé le même parcours, un parcours qui est spectaculaire, donc toujours une natation en mer de 750, 20 km de vélo donc sur un parcours de 4 km, donc ça fait 4 tours de vélo, donc on va voir les athlètes comme ça passer régulièrement, et puis après 2 belles boucles à pied sur le front de mer. Et là, c'est vrai que si vous êtes placé au niveau du Palais des Congrès Odyssea, vous voyez tout, vous voyez la natation, vous voyez le vélo, vous voyez la course à pied avec une très belle ligne d'arrivée. Et au pied de la Grande Roue. Et pour l'heure, le temps et de la partie, en tout cas, ça devrait se maintenir dans de bonnes conditions. Oui, une très belle météo, un peu fraîche le matin, mais par contre une très belle météo, donc la mer devait être relativement calme, et puis pas trop de vent, donc ça devrait être vraiment de belles images et un beau spectacle. Un petit mot, Jérémy Quindos, Noah Servet, sur ce parcours, cette étape qui vous attend pour vous samedi à partir de 11h. Comment vous le voyez, ce parcours? Vous avez, j'imagine, peaufiné les derniers détails encore cette semaine et les jours qui ont précédé. En fait, ce parcours, comme l'a dit François, c'est le même depuis plusieurs années, donc on le connaît très bien. On a eu l'occasion ces dernières années d'y concourir. C'est un parcours qui est très rapide, notamment en vélo et en course à pied. Donc ça va être assez spectaculaire et il va falloir donner le meilleur de nous-mêmes pour aller chercher la gagne par équipe, on espère. Noah, on est d'accord avec cette analyse? Carrément, après je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de vagues, mais bon, je pense qu'on va bien s'amuser et le parcours est hyper rapide, donc ça promet du beau spectacle. Effectivement. Alors Jérémy, vous avez parlé de l'enjeu sportif. On va regarder justement les classements. Alors avant de parler de la D1 chez les hommes, on va parler de la D1 chez les femmes avec le classement, puisque ça concerne une équipe vendéenne, celle des Sables Vendée Triathlon. Les Sablaises sont actuellement 7e. Alors ce sera impossible d'aller chercher le podium, mais pourquoi pas un top 4 pour les Sablaises. Et puis du côté des hommes, donc c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement ce soir. C'est là que se situe le gros enjeu pour les Sablais, puisque les Sables Vendée Triathlon sont à 3 points du leader liévin. Saint-Jean-de-Mont est de son côté 7e. Saint-Jean-de-Mont, on le rappelle, champion de France en titre l'an dernier. Cette 7e place, François, quels vont être les objectifs sur cette dernière étape? Il n'y a plus grand-chose à jouer si ce n'est un classement final. Oui, tout à fait. On va essayer de conserver notre 7e place. Bon, c'est vrai que c'est une année qui est toujours un petit peu particulière, nous post-JO, avec les disponibilités des athlètes, avec le circuit mondial, les circuits privés. C'était compliqué, on a perdu pas mal de place sur cette dernière étape à Quiberon.
Bon, une année un petit peu compliquée, mais après, c'est vrai qu'on a été champion de France l'année dernière. Maintenant, ça serait bien que le titre de champion de France reste en Vendée. Et là, je me tourne vers mes collègues des Sables d'Olonne. Donc, non, on va se maintenir. Bon, c'est une belle place, une place sympathique. Donc on rappelle que c'est une étape importante puisque les points comptent pour 1,5, donc c'est-à-dire que cette étape est majorée de points supplémentaires. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, les garçons, l'objectif là, ça va être pas forcément d'être premier, ça va être aussi de laisser les concurrents un peu plus loin derrière soi dans la course, Noah. Ouais, c'est bien ça. Alors là, on se retrouve à 3 points d'écart et on sait très bien qu'il faut causer par rapport au Liévin Triathlon, donc leur mettre minimum 2 places d'écart, donc soit finir premier, troisième ou deuxième et quatrième. Donc on va faire notre course individuellement, mais en pensant au collectif et essayer d'aller chercher ce résultat par équipe. C'est ça, un Liévin qui est premier donc avec 3 points d'avance sur vous. Peut-être Jérémy, un mot sur cette préparation. Est-ce qu'on prépare du coup cette dernière étape avec un fort enjeu de la même manière qu'on a préparé les 4 autres de cette saison? On va dire que la saison elle se déroule plutôt en 2 parties. On a eu la première partie où on avait Fréjus en mai et ensuite en juin on a eu Metz et Bordeaux. Ensuite il y a eu vraiment une petite trêve estivale où vraiment on s'est préparé à fond tout l'été pour les 2 dernières étapes qui se déroulent en à peine 7 jours. Donc là on va pas dire qu'on est mieux préparé que la précédente étape de samedi dernier. Mais en tout cas on est sur la même lancée et vu que la semaine dernière on a fait 2e derrière Poissy et qu'on a relégué Liévin assez loin, on a quand même de bons espoirs d'être sur la plus haute marche du podium le week-end prochain et de reléguer Liévin un maximum Le plus loin possible, on va dire. C'est ça, parce que sur ces 4 étapes, vous avez fait 3 podiums. 3e à Metz, 3e à Fréjus pour l'étape inaugurale, et puis 2e à Quiberon, vous l'avez dit, dans le Morbihan. C'était le week-end dernier. François, un petit mot aussi sur le plateau, puisqu'on sait qu'il va y avoir de très nombreux athlètes et para-athlètes, samedi et dimanche. Est-ce qu'on peut déjà annoncer quelques noms ou alors les listes ne sont pas encore tout à fait définitives? Non, on peut annoncer quelques noms, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vraiment rallumer la flamme. On a quand même, donc, aussi bien sur la course femme, avec 6 athlètes qui ont participé au jeu, et notamment la Française Emma Lombardi qui finit 4e, qui sera donc présente samedi matin. Et du côté des hommes, c'est pareil, on a également 6 athlètes qui ont fait les JO, avec notamment le vice-champion olympique Alden White, néo-zélandais. On a Pierre Lecoeur qui avait fini 4e, on a Mathieu Hauser qui avait fini 7e, après on en a qui a fini 15e, l'autre 25e, 27e. Donc on a vraiment un très beau plateau. Donc ça va vraiment aller très très vite, ça va vraiment une belle course, une course à enjeu, comme l'a dit Jérémy, parce que c'est vrai que nos sablés, il y a même le japonais Kenji qui sera présent donc, dans l'équipe des sables, donc ça va vraiment faire un très 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 beau plateau. Un beau plateau dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard dans cette émission, et puis notamment, vous l'avez dit, de rallumer la flamme, parler aussi évidemment de tout ce qui s'est passé cet été aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et puis aux Jeux Paralympiques, bien évidemment. Alors petite parenthèse dans le triathlon, mais on va rester sur une de ces disciplines puisqu'on va parler de course à pied avec notre expert. Alors Johan, on va revenir ensemble sur une épreuve qui a de nouveau marqué l'histoire du trail, l'histoire du running. Effectivement. Écoutez cette musique-là. Est-ce que nos invités reconnaissent déjà la musique et savent à quelle occasion on met cette musique sur un départ? Non? Ah, ça coince, mais forcément, moi je suis baigné dedans, donc à chaque fois je sais. C'est vrai? Bon. Alors ça, c'est la musique de départ de l'UTMB Conquest of Paradise, pour ceux qui connaissent le film de Ridley Scott, qu'on a déjà bien oublié, Christophe Colomb, c'est 1492 je crois le titre. C'est la bonne date, je crois. Donc c'est le départ de l'UTMB, effectivement, et je voulais vous en parler parce que cette année encore, tous les amoureux, tous les passionnés du trail running s'étaient donné rendez-vous à Chamonix pour l'UTMB. Alors l'UTMB qui est sans doute, pas la course la plus difficile, mais ça reste sans doute la plus prestigieuse. C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est celle qu'on regarde aussi avec les yeux de l'envie. Et il existe un espèce vraiment de courant magnétique à l'UTMB, c'est-à-dire que irrémédiablement, forcément un jour, un trailer va penser à l'UTMB. Il va être attiré dans sa quête. Des fois, c'est un amour un peu caché d'ailleurs. Il ne veut pas l'avouer parce qu'il ne veut pas céder à la sirène de l'UTMB, mais forcément, il va y penser. Et malgré les controverses, l'UTMB continue de fasciner parce qu'il façonne des histoires fascinantes. Et je voulais parler de l'UTMB de manière un peu différente. Alors, je pourrais vous parler bien sûr des résultats, on va y revenir. Mais cette année, c'était un peu l'année de l'UTMB du Love.
du cocooning, de l'amour. Bref, c'était aussi les toutes premières fois où certains athlètes ont brillé. On va commencer par l'OCC, le 56 km, donc ça, c'est le format court des UTMB World Series, avec la victoire au centre, vous le voyez avec son beau sourire d'un cow-boy du Colorado, dans son ranch, pas loin de Denver. Oui, c'est un fermier qui a gagné la course. D'ailleurs, ancien triathlète de très très haut niveau, Eli Hemming, qui a arrêté le triathlon parce qu'il a raté les qualifications olympiques et ensuite il s'est mis au trail. Et c'est lui qui a gagné. Et pourquoi je vous dis que c'est aussi une course d'amour? Parce qu'on avait le couple aussi sur cette distance avec sa femme, Tabor Hemming, qui a longtemps été en tête chez les féminines avant de se faire sauter la carcasse en passant l'église rose bonbon de Trien. Voilà. Et puis, juste à droite, vous avez la chinoise Miao Yao. C'est aussi là la toute première victoire d'une Asiatique sur ce format de course. Attention, parce que Miao Yao, elle avait déjà terminé 3e l'an dernier, et puis elle avait remporté la CCC. Et ce qui était très très beau d'ailleurs, c'est son interview d'après-course, où elle est interviewée en anglais. Il y a son mari qui fait la traduction entre chinois et anglais, et elle lui fait une déclaration d'amour où on connaît la pudeur des Asiatiques, notamment sur l'étalement de leur vie privée. Et là, elle lui dit clairement que c'est l'amour de sa vie parce que lui a mis sa carrière, a sacrifié sa vie pour être à ses côtés, pour l'aider continuellement. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est déjà... Enfin voilà, ça fait partie pour moi du sport le plus stylé de l'univers, le trail. On peut continuer d'ailleurs avec la CCC, avec, regardez, la victoire. Alors là, on avait de la coupe mulet, on avait de la moustache, ça c'est magnifique. Hayden Hawke au centre, l'Américain qui gagne de retour 7 ans après sa première victoire et qui améliore son temps. Et le lendemain, il est interviewé dans Chamonix près d'une fontaine et il a son gamin à côté de lui. J'ai trouvé ça l'image assez formidable. Le gars vient de gagner une des courses les plus prestigieuses de la planète et il est là simplement avec son gamin à côté. Donc on voit ça que très rarement dans les sports. Que dire de Tony McCann et son sourire à côté, la Sud-Africaine qui, après avoir gagné l'OCC l'année dernière, remporte la CCC. Ça, c'est pour l'amoureuse secrète d'Antoine Delatouche qui se reconnaîtra. Et enfin, sur l'UTMB, c'est là que je vous dis que ce sport est complètement fou. Le trail nous donne des émotions incroyables. C'est la victoire, regardez, de Vincent Bouillard. Oui, parce qu'à l'UTMB, on aurait pu se dire, c'est Jim Wemsley qui va encore gagner, c'est un coureur pro qui va gagner. Mais non, rien du tout, c'est un illustre inconnu, Vincent Bouillard. Déjà, Vincent Bouillard, ça sonne comme un gars qui va gagner une course, la course melon, pas l'UTMB. Et Vincent Bouillard, en fait, alors, illustre inconnu, pas pour ceux qui suivent un peu les actus trail, mais personne ne l'avait coché du tout au rang des favoris. Et ce que j'ai trouvé très beau également avec Vincent, c'est que le lendemain, voilà, là on le voit avec sa femme, Camilla, qui lui a fait tous ses ravitaillements, et le lendemain, pareil, il y a un interview, et sa femme est à l'interview, et tout le monde échange comme ça dans une espèce de bulle d'amour. J'ai trouvé ça assez fascinant. Et puis beaucoup d'amour sur cette édition. Comment ? Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, bref. Et puis je pourrais continuer sur le poète Baptiste Chassagne qui prend la 2e place, qui remercie également sa famille, mais de façon assez poétique et très 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 sincère, comme on n'a pas trop l'habitude de le voir dans le sport. Et que dire également, je terminerai sur ça, sur celle qui a gagné, Katy Scheid. Alors, il y avait son compagnon Germain Granger qui était dans la course, qui aurait pu gagner également. Malheureusement, il a abandonné. D'ailleurs, il est venu l'accueillir sur la ligne d'arrivée. Et la 2e féminine, Ruth Croft, le petit kiwi néo-zélandais qui est interviewé sur la ligne d'arrivée par son crew, par son chéri, celui qui lui a fait toute l'assistance et qui est également mon homologue en anglais, commentateur des UTMB World Series en anglais. Donc c'était assez formidable de voir le couple qui se faisait le petit interview sur la ligne. Donc bref, c'était du kiff. C'était du love dans l'énergie électrique de Chamonix. Voilà, malgré toutes les controverses, cet UTMB est un peu l'UTMB de l'amour. Bon. Et est-ce que pour vous, ça a été l'UTMB de l'amour, puisqu'on peut le dire, hein, Johan, vous faisiez partie de ceux qui commentaient cette UTMB sur le live. Comment est-ce que ça, brièvement en quelques mots, c'est quand même une sacrée expérience? Oui, c'est une grosse expérience. C'est un petit peu, on tremble un petit peu pour rester poli au fond du slip. Mais j'ai eu quelques auréoles sous les bras, mais c'était un super moment parce que cette musique justement au départ, en fait c'est un peu bizarre parce que il faut y aller pour comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est quand vous avez cette musique qui retentit dans Chamonix, place du Triangle de l'Amitié, et que vous avez cette espèce
de silence en fait, dans une cacophonie. C'est un peu paradoxal d'ailleurs. Chacun est concentré, chacun est dans sa bulle, chacun ferme les yeux, chacun médite. Il y en a qui pleurent. Moi j'ai pleuré derrière mon écran, voilà. Et forcément on a les mots de Ludo Collet également. Donc voilà, ça ajoute une autre dimension. Bon allez, en 30 secondes, les Vendéens sur cette UTMB. Les Vendéens, je les ai notés parce que j'ai été les chercher à la pointe de mon stylo. Sur l'UTMB, bravo à Geoffrey Gouraud de la Garnache, il finit en 34h45, donc c'est plutôt pas mal. Jérémy Barraud de Mortagne, Guillaume Minot. Sur l'OCC, Pascal Nicolas, Jérôme Vachal. Et bravo à nos 5 guerriers sur la CCC, le 101 km et 6100 mètres de dénivelé. Alexandre Monroe, Olivier Host, Bertrand Guilbeault qui a passé la ligne d'arrivée avec Emmanuel Barbier et Sébastien 1100. Bah, bravo à tous ceux-là, en tout cas. Et bravo, bravo à tous les coureurs d'ailleurs, bravo à tous les finishers. On fait une petite pause, on se retrouve avec l'agenda, la première partie de vos rendez-vous du week-end. On débute cet agenda avec du football et la 5e journée de National 2. 3 déplacements pour les 3 équipes vendéennes. Celle des Herbiers tentera de décrocher sa première victoire à Saint-Brieuc vendredi. Même objectif pour la Roche VF à Châteaubriand samedi. Le Poiré-sur-Vie visera un 2e succès consécutif à Blois. C'est la reprise pour le championnat de Division 3 féminine. Pour cette première journée, l'équipe de la Roche ESO se déplace sur le terrain de Quevilly. Coup d'envoi du match à 15h dimanche. Et puis on jouera également en Coupe de France. Ce sera le 3e tour avec l'entrée en lice des équipes de National 3. Les matchs se dérouleront samedi et dimanche. En basket, première journée du championnat de National 1 masculine. L'équipe de Chaland accueille celle de Toulouse vendredi soir à 20h30 à la salle Michel Vrignot. L'équipe des Sables d'Olonne sera en déplacement vendredi soir également à Lorient. Ce sera également la reprise en National 2 masculine de basket avec la nouvelle équipe de Montaigu-Vendée, fusion entre celle de Saint-Georges-de-Montaigu et de Saint-Hilaire-de-Loulay qui affrontera Brissac-Aubance samedi soir à 20h à la salle de Saint-Georges-de-Montaigu. Et puis on jouera également la première journée en National 3 masculine. Chalon-Riévy accueillera Orme, Chambretot-Saint-Malo sera opposé à Fondette samedi soir. Luçon-Saint-Gemme et Salertaine seront en déplacement à Vineuil et à Tours. On passe au handball avec la 2e journée de National 2 masculine. L'équipe de Pouzauges retrouve la salle de l'Étoile samedi soir pour affronter Cherbourg. A noter qu'en National 1 féminine, l'équipe de La Roche-sur-Yon jouera la 2e journée sur le terrain d'Angoulême samedi soir. Et puis les rugbymen vont eux aussi retrouver les terrains ce week-end. En Fédéral 3, lors de la première journée, le Rugby Club Sablais affrontera Plouzané samedi soir à 20h au stade de la rue de Lierre. Et puis à l'étage au-dessus, en Fédéral 2, le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon, jouera dimanche en Bretagne sur le terrain du Reux. Coup d'envoi à 15h15. Voilà la suite de tous vos rendez-vous du week-end à découvrir dans quelques minutes. Mais avant cela, je vous en parlais dans le sommaire de cette émission. On va s'intéresser à une initiative qui prend de plus en plus d'ampleur en Vendée. Il s'agit du Ping Parkinson. Alors peut-être vous vous en souvenez-vous, nous vous en avions parlé en juin 2023 puisque Esnève est organisé le premier Open de France de Ping Parkinson. Et bien depuis la rentrée 2024, le club des Sables Vendée Tennis de Table a décidé de consacrer une séance par semaine à ces pongistes qui sont atteints de cette maladie neurodégénérative. L'idée est notamment, grâce au sport, de réduire les symptômes et de retarder la progression de la maladie. Nous les avons suivis, c'était sur la séance hier mercredi. Ce sont des gestes qui peuvent paraître simples, pourtant leur réalisation exige une extraordinaire concentration. On bloque coup droit si elle vient en coup droit, et hop, on fait glisser. Ok, c'est comme le jeu du palais. Ils sont une quinzaine présents à la séance ce matin. Si tous sont atteints de la maladie de Parkinson, mais à des stades différents, l'activité sportive reste pour eux un véritable exutoire. On fait des séances qui agissent sur la souplesse, la dextérité, l'endurance, le tonus musculaire. Le but, c'est d'améliorer leurs conditions physiques générales pour réduire la progression de la maladie. On essaye de faire des séances adaptées, évolutives et de bien-être aussi. Car contrairement aux idées reçues, la maladie de Parkinson ne se résume pas seulement au tremblement. Chacun ici est singulier de par ses symptômes et son histoire face à la maladie. Syndrome léger, ça veut dire qu'on a des pertes d'équilibre. Moi, j'ai pas de tremblement, mais surtout une grosse perte de tonus. On se sent tout raplapla. Voilà. Moi, j'ai été jusqu'à l'opération. C'est-à-dire j'ai des électrodes dans la tête.
avec un boîtier là, qui m'aide beaucoup parce que bon, j'avais beaucoup de dyskinésie. La dyskinésie comprenait la difficulté ou anomalie dans l'exercice d'un mouvement, l'un des symptômes de cette maladie neurodégénérative. Pascal, lui-même parkinsonien, est déjà licencié au Sable Vendée Tennis de Table depuis 3 ans, a initié la création de cette section au club, une bulle d'air qui permet aussi de se retrouver, d'échanger des balles comme des sourires face à une maladie qui isole parfois. Ça fait plaisir. Déjà que d'autres personnes sortent de chez eux pour venir jouer, parce que c'est important. La maladie, il ne faut pas que ça soit une prison. Chaque personne, chaque parkinsonien est différent. Il faut bousculer un petit peu les préjugés. Et bousculer les préjugés passe aussi par l'inclusion, l'ADN du club sablais. Le club, son slogan, c'est Ping pour tous. La vocation, c'est aussi de faire de l'inclusif. C'est-à-dire que ce n'est pas de laisser les gens entre eux, c'est à terme de pouvoir les inclure dans une section dite ordinaire, loisirs, compétition. Et puis après, il y a ceux qui voudront rester entre eux, entre ping parkinsoniens, ils resteront entre eux, il n'y a pas de souci. Alors pour ceux qui le souhaiteraient, rendez-vous les mercredis matins, salle Pierre de Coubertin, avec l'envie de participer bien sûr et de contribuer à ralentir l'évolution d'une maladie qui touche aujourd'hui plus de 270 000 personnes en France. Voilà, et sachez que ces séances de Ping Parkinson se déroulent tous les mercredis matins de 9h30 à 11h, salle Pierre de Coubertin, au Sable d'Olonne. On change de sujet, toujours du sport évidemment, mais cette fois c'est l'heure de notre chronique football. Avec vous, Baptiste, comme d'habitude, pour parler football, on va s'intéresser au début de saison et notamment tout d'abord des clubs en National 2. Ouais, on va reprendre les bonnes habitudes. Alors moi, je vais malheureusement pas parler d'amour comme Johan, c'est plutôt, on va dire, est-ce que c'est maussade On va dire que c'est pas forcément le début de saison auquel on s'attendait. On va partir directement avec les images de La Roche, avec ce club qui était peut-être plus attendu que les deux autres. La Roche VF. La Roche Vendée Football, pardon. Avec un début de saison, on va dire, plutôt négatif au niveau comptable, avec des changements, mine de rien, assez importants aussi au niveau de l'effectif, des absences également sur ce début de saison d'un point de vue défensif, pardon. Et ça se ressent, on voit qu'il y a un manque d'automatisme, en particulier derrière. Malgré tout, de ce que moi j'ai pu voir, je trouve qu'offensivement, les principes de jeu du coach de Frédéric Rocolo sont encore là. Et on en reviendra aussi avec les Herbiers par la suite. C'est un championnat avec la nouvelle formule, on rappelle avec la refonte. Le championnat est plus long, donc l'alarme n'est pas encore sonnée, mais il va falloir prendre des points rapidement et si possible dès ce week-end à Châteaubriand. Mais encore une fois, le championnat est long et je pense que l'effectif est tout aussi complet que l'an dernier et peut viser le haut de tableau. De là à monter, on en est, là du coup on en est un peu loin. Mais on suivra avec attention les résultats de La Roche sur les semaines à venir avec une entrée en Coupe de France qui pourrait aussi lancer la machine. On enchaîne avec les images des Herbiers, il me semble. C'est ça, tout à fait. Avec second club qui enchaîne les saisons en National 2. Et qui lui aussi, malheureusement, connaît un départ, on va dire, poussif, même si, là encore, les retours sont plutôt positifs dans tout ce qui est performance terrain. Au niveau comptable, ça ne suit pas, mais les performances sont là. Le groupe a malheureusement beaucoup changé, comme tous les clubs de National 2. Autant de départs que d'arrivées, il me semble, 14 départs, 14 arrivées. Faut que la mayonnaise prenne, mais là encore, je pense pas qu'il y ait de quoi sonner l'alarme. Je le répète, mais c'est vraiment une nouvelle formule et je pense que le championnat va être très long et que les équipes qu'on voit aujourd'hui en haut de tableau, que les Herbiers et La Roche ont affronté, d'ailleurs en particulier Saint-Privé-Saint-Hilaire qui est leader, va forcément connaître un coup de mou et à l'inverse, les Herbiers par exemple vont enchaîner des victoires, il n'y a pas de raison. Et avec, on parlait de La Roche, un derby la semaine prochaine qui pourrait lancer une des deux équipes, pourquoi pas. C'est ça, il faut souvent attendre la 10e journée pour avoir un état d'esprit plus global à ce à quoi va ressembler la saison. Et puis vous le voyez ici au classement, les deux équipes vendéennes dont on a parlé sont dans la zone rouge, zone de relégation. Et puis on va parler de l'équipe juste au-dessus, à la 12e place, le Poiré survit, Baptiste. Et oui, au final c'est le promu, le Poiré qui a obtenu sa première victoire samedi dernier face à Avranches, qui est un club qui descend de national, qui lui aussi a du mal d'ailleurs sur ce début de saison, Avranches. Mais le Poiré a fait ce qu'il fallait au terme d'un match assez intense et on voit que le Poiré a pour moi pris le
rempli de ce qu'on attend d'une équipe de National 2. Sur les rencontres, même à Bourges, la première rencontre, c'est face à un des favoris, c'était pas si méchant à voir, on va dire, excusez-moi l'expression. C'est une équipe qui va jouer crânement sa chance, sans complexe. Clairement, pour eux, c'est le maintien. Là encore, je pense que j'en parlais, la Coupe de France, l'entrée en Coupe de France pour ces 3 équipes vendéennes va être important. Je pense qu'enchaîner les matchs de Coupe de France, si on peut passer 2-3 tours, pourquoi pas aller jusqu'au 32e de finale, ça peut amener une énergie positive pour ces équipes-là et basculer sur la deuxième partie et pourquoi pas viser plus haut. Exactement, et donc les clubs de N2 qui feront leur rentrée en Coupe de France dans 15 jours, mais ce week-end c'est le 3e tour, avec quelques entrées en lice. Et puis brièvement, Baptiste, voilà, qu'est-ce qui nous intéresse tout particulièrement ce week-end ? On va parler rapidement de la Nationale 3, avec donc la Châtaigneraie qui est leader du championnat national 3 et qui fait donc son entrée en Coupe de France face au RC Orvault. Donc il y a 2 clubs Orvault, là c'est le plus petit, on va dire une équipe de district, donc normalement les hommes de Charles Devineau devraient passer ce tour. Match plus piège pour Châlons qui se déplace à Montaigu. Montaigu, équipe de R2. Il y a des divisions d'écart, mais attention, Régional 2, ça peut être une équipe difficile à bouger. Et ça fait partie des affiches qu'on apprécie en Coupe de France, c'est le foot amateur. J'ai noté le déplacement de l'ESO à Saint-Gilles-Saint-Hilaire. Samedi soir à 20h au stade de la Forêt. Club de Détroit, c'est ça ? Club de Détroit qui avait, il me semble, avait eu les maillots l'an dernier, avait passé un tour de plus, a été allé jusqu'au 4e tour. Logiquement, l'aventure devrait s'arrêter là pour Saint-Gilles-Saint-Hilaire. Mais voilà, c'est des belles affiches et ça fait partie de la magie de la Coupe de France. On aime bien ces tours-là où il y a pas mal de divisions d'écart, mais c'est sympa pour les petits clubs. Bon, voilà, rendez-vous en tout cas sur les terrains. Dimanche, vous aurez l'embarras du choix avec les nombreux clubs vendéens qui sont toujours en lice. Voilà, on a parlé course à pied, on a parlé football. On revient sur notre fil rouge de ce soir, le triathlon avec, je vous le rappelle, un gros événement du côté de Saint-Jean-de-Mont. Samedi avec la 5e et dernière étape du championnat de France par équipe de D1 et de D2. Et puis le lendemain, ce sera le championnat de France de para-triathlon. François Pouvreau, un petit mot aussi sur toute cette organisation. C'est environ 200 bénévoles qui s'activent et qui vont continuer de s'activer jusqu'aux dernières minutes. Tout à fait, c'est vrai qu'on a déjà commencé le montage aujourd'hui. C'est des bénévoles et la fédération qui seront là donc demain à faire tout le montage pour que tout soit prêt en fait, parce qu'on ouvre le parc à vélo dès 7h30 samedi matin. Et plus après, tous les bénévoles qui vont être sur les parcours, assurer la sécurité des athlètes. Et on remet ça également dimanche. C'est vrai que c'est un gros week-end, en fait, un gros week-end de bénévoles. J'en profite d'ailleurs pour les remercier pour toutes les associations et tous les gens du club qui viennent nous aider ce week-end-là. On les salue. Et puis allez les saluer aussi si vous êtes du côté de Saint-Jean-de-Mont sur ce week-end. Alors cette finale, donc, c'est la 4e qui va arriver. 2021, 2022, 2023 et puis 2024. Quelle va être la suite ? Est-ce qu'on sait déjà si Saint-Jean-de-Mont pourra encore accueillir une étape l'an prochain ? Non, en fait, on n'a pas postulé. On était parti sur un contrat déjà de 4 ans avec la fédération. C'est quand même lourd parce qu'on a d'autres épreuves aussi qu'on organise sur le club. On a quand même 3 autres grosses épreuves, trail et triathlon. Là, non, c'est beaucoup d'énergie. Ça fait 4 ans qu'on le fait, c'est bien. Maintenant, il faut aussi que d'autres clubs en France prennent le relais et puis se mettent dans l'organisation. C'est sympa aussi, c'est une belle aventure. Et oui, avec un très beau programme qui sera encore à suivre. Et puis effectivement, dans les autres événements, il y a ce triathlon international qui a lieu au mois de juin. C'est tout à fait, toujours juin. Du côté de Saint-Jean-de-Mont. Un petit mot, Jérémy et Noah, vous, plutôt sur votre saison. Comment est-ce que vous l'avez perçue avec les Sables Vendée Triathlon ? Alors on imagine qu'elle sera très réussie s'il y a ce titre samedi. Est-ce qu'elle sera quand même réussie s'il n'y a pas de titre ? Comment est-ce que vous avez vécu ces 4 premières étapes de votre côté ? Noah et moi, on est les 2 seuls de l'équipe qui avons participé, en tout cas qui participeront aux 5 étapes. Donc on est très fiers d'avoir pu représenter le club tout au long de ce championnat-là. Quant à l'année dernière, on avait fait 4e, donc on avait vraiment échoué au pied du podium. Aujourd'hui, on est plutôt serein en termes de points pour avoir une place bien ancrée sur le podium. Donc non, on est très satisfait de cette saison. Je laisserai Noah compléter, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je trouve qu'on a tous été réguliers et on a tourné entre la 2e et la 4e ou 5e place, il me semble. Donc on est quand même sur une fourchette de performance assez homogène tout au long de l'année. Maintenant, on espère briguer la première place samedi prochain et puis ce serait vraiment parfait. C'est ça le moins bon résultat, c'était 5e sur l'épreuve de Bordeaux. Ouais, puis individuellement, il a brillé également sur une coupe sur la Coupe d'Asie.
avec c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. Au Kazakhstan, j'ai pu remporter cette Coupe d'Asie, donc c'était intéressant. Après, c'était sur le plan individuel. Sur le plan de l'équipe, même individuellement, on a quand même plutôt bien brillé tous les deux avec Noah sur toutes les étapes. À Bordeaux, on était tous les deux un petit peu en méforme, mais on va dire que sur le reste des étapes, l'équipe a pu compter sur nous pour marquer des points importants et s'ancrer en tout cas une bonne place sur le podium. Et puis Noah aussi individuellement, il y a eu ce succès il y a quelques jours à Gérard Mer. Ouais, Gérard May. Attention, oh là là, mais à coup de pas. Gérard Mer. Les Vosgiens. On va dire que c'est avec l'accent vendéen. Gérard Mer. La deuxième victoire d'ailleurs. Deuxième victoire, ouais. J'avais déjà gagné l'année passée et c'était un enchaînement entre la division 1 samedi et puis le triathlon distance olympique le dimanche. Donc un beau trajet, une belle victoire, donc je suis bien content. Et pour revenir sur l'équipe, effectivement, je pense que la régularité que l'équipe a pu afficher et que Jérémy et moi avons pu afficher aussi en ayant fait toutes les étapes, ça vient un peu, on va dire, ça vient non, mais ça vient récompenser nos efforts parce que voilà, on a toujours été sur les 4 premières étapes, on a été tout le temps dans le top 15. Bien sûr. Et je pense qu'on est un des seuls clubs français qui a pu aligner 2 personnes avec ce genre de résultat. Donc voilà, je pense que la régularité va peut-être nous sourire et j'espère qu'on pourra aller chercher ce titre. Et sinon, ce sera un beau podium. Le championnat de France de paratriathlon sera aussi organisé en terre montoise. Les épreuves se dérouleront samedi et dimanche. Du cyclisme avec la première manche du trophée d'automne de BMX ce dimanche sur la piste de la Généraudière à La Roche-sur-Yon. Organisé par le BMX Club de La Roche-sur-Yon, les épreuves débuteront à 9h. Et puis du côté de Chaland, le Vélo Club chalandais organise le prix de la municipalité, mais aussi les souvenirs Prino Biron pour les catégories Open 1, 2, 3, Access 1, 2, 3, 4, U15 et U17. Plusieurs événements de course à pied également ce week-end avec la 4e édition de la course au jambon à Mouilleron Captif samedi, organisée par l'association Run in Mouilleron. 3 épreuves de 6, 12 et 20 km seront proposées, ainsi que des courses enfants. Du côté de Roche-Trejoux, ce sera la 31e édition des courses de l'Antimoine dimanche, organisée par l'Athlé Bocage Vendée. On retrouvera des épreuves de trail sur 3 distances, 9, 16 et 24 km, mais aussi des courses d'orientation en VTT sur 3 distances également, 20, 30 et 40 km. Des parcours de marche seront également proposés. Et puis ce dimanche aura lieu également la 4e édition de Gobre Trail sur 4 distances, 7, 14, 21 et 28 km. Des courses enfants sont aussi au programme à partir de 8h30 à la Gobretière. Et puis on termine avec de la voile et le trophée Port-Olona dimanche au Sable d'Olonne de 9h à 17h. Organisé par les Sports Nautiques Sablé, il s'agit de courses de voiliers habitables de 8 à 12 mètres. Et puis petite rectification, Thibaut Rigaudot, c'était en médaille d'argent. Jérémy, vous avez bien fait de me le rappeler. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Pas de quiz, je suis navré, vous devrez encore revenir. On va y arriver, mais le timing est parfois court. Johan nous fait parfois des chroniques à rallonge, donc faudra pas le réinviter la prochaine fois. Voilà. Merci en tout cas à tous les 5 d'être venus. Merci François, merci Noah, merci Jérémy. On vous souhaite tout le bonheur pour ce week-end et puis pour cette dernière justement finale des championnats de France de triathlon samedi du côté de Saint-Jean-de-Mont. On n'oublie pas le paratriathlon le dimanche avec les championnats de France. Merci Johan, merci Baptiste. Merci Alex. Et on se retrouve très vite à lundi.